Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, comme d'habitude, on va analyser les qui veut être mon associé avec l'entrée d'un nouvel entrepreneur. Comme d'habitude, je vais essayer de ne pas regarder, enfin je fais en sorte que j'analyse ces émissions d'un point de vue neutre et on va voir ensemble, voilà, la société qui va présenter, si on finance ou pas le projet. Tu commences à avoir l'habitude. Rapidement, parce que tu connais aussi, laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu m'écoutes. Va prendre le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à l'émission parce que c'est encore ce qui m'aide le mieux. Ou alors, tu vas sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet livres, il y a mes livres. Dans l'onglet coaching, tu réserves 1 heure de coaching avec moi. Je t'apprends à investir dans l'immobilier. Bref, je ne suis pas inquiet. Si tu es motivé, tu vas trouver. Et sans plus de transition, on va attaquer cette nouvelle émission. Je suis Benjamin, j'ai 36 ans et je suis entrepreneur depuis bientôt 10 ans. J'ai récemment lancé une nouvelle boîte avec un produit qui touche tout le monde. Alors j'interviens direct parce qu'il y a une pensée qui vient de me traverser l'esprit qui est très simple. Ça fait 10 ans qu'il est entrepreneur, il vient de lancer une nouvelle boîte qui touche tout le monde. Et ce qui serait intéressant, et j'espère qu'on va le savoir, c'est quel type de société il avait avant. Si par exemple il travaille avec des professionnels et que maintenant il travaille avec du particulier, c'est très différent de gérer des boîtes qui travaillent avec du pro que de gérer des boîtes qui travaillent avec du particulier, notamment sur la partie marketing et commercialisation. Et là où ça nous emmène, et c'est exactement ce que j'ai envie de te dire, c'est pas parce que tu as fait 10 ans d'entrepreneuriat dans le pro que tu seras un bon entrepreneur dans le particulier et vice versa. Et à l'inverse, et je dois aussi le souligner, c'est parce que parfois tu vas changer de domaine que tu vas littéralement exploser. Moralité, il n'y a pas de règle et moralité aussi, et c'est vraiment important que je te le précise, c'est en ayant ce comportement-là que tu réussiras dans les affaires. Il ne faut jamais se contenter d'une seule activité. La plus grosse erreur que je vois chez le plus d'entrepreneurs, c'est qu'ils restent bloqués sur une activité, se reposent sur leur laurier et quand leur activité elle a un problème, ils se retrouvent comme un salarié à genoux. Il a eu le bon réflexe, il a fait la bonne démarche que de créer une nouvelle société. Même si c'est compliqué pour lui, ça n'est pas grave. C'est la tranquillité sur le long terme que d'avoir plusieurs casquettes. Alors ok, c'est compliqué à gérer, c'est beaucoup de travail, c'est tout ce qu'on veut, ça je suis d'accord. Mais malheureusement, quand on est entrepreneur, c'est le prix du succès. Bonjour. Bonjour. Eh bien, je me présente, je suis Benjamin, fondateur d'Inga. Avant de commencer, j'ai 2 questions pour vous. Qui parmi vous utilise des éponges à la maison? Pour faire genre, Eric il fait genre, mais il a pas touché une éponge depuis 5 ans. C'est pas possible, je fais ma vaisselle moi-même. Du coup, vous faites partie de 100% des Français qui utilisent des éponges, mais qui parmi vous change ses éponges chaque semaine? Chaque semaine? Ouais, chaque semaine. Je sais pas, je fais pas la vaisselle. Chaque 15 jours, je sais pas. Ok, bon, vous êtes comme 97% des Français, vous changez pas d'éponge chaque semaine, et il faudrait. Pourquoi? Parce qu'une éponge, au bout d'une semaine, c'est bourré de centaines de millions de bactéries. Selon une étude, c'est le 2e objet le plus sale de la maison. Après le siphon de l'évier. Ah, j'aurais dit la brosse à dents. Moi, j'aurais dit le portable. Moi, j'aurais ouais, dit ça le dépend. portable. J'aurais dit le portable. Et c'est plus sale que la cuvette des toilettes. Du coup, chez Inga, on est là pour mettre un terme à ça, vous l'aurez compris. On propose des éponges et des essuie-tout lavables et ultra efficaces. Et pour continuer à remuer le monde du ménage, on propose 5% du capital contre 250 000 €. Ah ouais. Ouah, ça refait de l'éponge, ça. C'est une belle éponge. Ah oui, bah attention, ouais. Bon, ça fait une valo à 5 millions d'euros. Alors déjà, je te le dis direct parce que tu sais que je fais des recherches. Le site de vente en ligne existe toujours. C'est vraiment important pour moi d'aller regarder ça. Là, je te le dis direct parce qu'en fait, vu la valorisation qui est annoncée, est-ce que tu commences à avoir l'habitude? Oui, tu as l'habitude. Donc, je le fais en direct en même temps que tu es là. Comme ça, tu vois un peu ce que je fais. Et puis, ça fait un peu un pont avec les vidéos qu'il y a sur la chaîne. La dernière vidéo qui est sortie la semaine dernière, vendredi, je t'invite vraiment à aller la voir, où je te parle du site Papers Immobilier. Donc là, on va aller sur Papers tout court pour faire les recherches. Donc en fait, je suis en train d'aller dans les mentions légales au moment où je suis en train de te parler, tu vois. Et je vais récupérer tout simplement le numéro SIRET de la société pour aller voir en fait le chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est ce qui me permet d'apprécier finalement si la société elle est cohérente avec
ce qu'elle annonce, à savoir 5 millions d'euros de valorisation. En fait, j'ai pas besoin d'écouter plus, parce que quand tu dis des chiffres comme ça, ben, je m'attends, en tout cas me concernant, à un gros chiffre d'affaires. Donc roulement de tambour, c'est en train d'apparaître devant mes yeux, et il y a du résultat, 1 million d'euros, avec un fonds de roulement global à 500 000 euros. Donc effectivement, ça vend de l'éponge. Donc là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, je partage avec toi la recherche en immédiat. Donc pour moi, alors ce qui me dérange un peu, c'est que je vois du négatif. Donc j'aurais besoin de comprendre un petit peu comment la société en est arrivée là. Donc ce qui est très très bien avec Paper, c'est que tu as accès à tous les documents en ligne. Donc ça, on va pouvoir le voir. Moi, je vais être transparent avec toi, je te le dis direct. Je ne suis pas très confort avec l'éponge, quoi. Voilà, c'est pas. Alors je le savais, ce qu'il vient de dire. Je savais que c'était un des produits les plus sales de la maison. Pour tout te dire, d'ailleurs, j'en parle souvent avec ma mère. Ma mère fait partie de ces gens qui ne changent jamais leur éponge. Voilà, donc je sais très bien de quoi il parle. Et c'est très intéressant parce que je vais te dire ce que je pense tout de suite. C'est pas un problème de produit que je vais avoir avec cette situation qu'on est en train de vivre. C'est un problème avec le consommateur. Le consommateur, premièrement, n'est pas éduqué en France pour changer régulièrement d'éponge. Deuxièmement, même si tu voulais l'éduquer, là tout de suite, je te le dis comme je le pense, ça me paraît très compliqué à mettre en œuvre. Et troisièmement, et c'est sans doute pour moi le principal et le pire de tous les problèmes, c'est que en fait, aucun des consommateurs que je connais, que je côtoie, ne voit dans la valeur dans ce produit. Et là, je suis sur le site internet, les prix vont de 46 euros, 31 euros le lot d'éponge. Donc je pense que l'éponge doit être très bien, je ne le remets pas en cause. Alors là, le duo d'éponge de salle de bain, 15 euros. Le duo d'éponge lavable, 15 euros. J'ai un gros doute sur le produit. Je pense que ce n'est pas une mauvaise idée en soi, mais que là, pour le coup, c'est un cas très rare où la problématique vient plus du consommateur que du produit en lui-même. Il aurait fallu, alors soit qu'il y ait quelque chose de révolutionnaire dans le produit pour que ça me fasse dire « Ah tiens, j'ai envie d'essayer ». Là, pour moi, en tout cas, je ne vois rien de particulier. C'est un produit lambda classique. Et ou qui est vraiment un truc sur le prix qui me fasse dire « Ok, ben, je fonce, je prends l'éponge. » Voilà. Là, en tout cas, dans la manière de faire, il n'y a rien qui me fait dire que j'ai envie de lever le portefeuille, j'ai envie de participer au projet. On va écouter l'histoire, mais la valo, je suis à moitié d'accord, puisque comme je viens de te le dire, de ce que je vois un résultat négatif à 1,1 million, donc 1 120 000 euros de chiffre d'affaires. Donc pourquoi c'est en négatif, j'ai hâte d'avoir l'explication. Le paradoxe, bon, c'est qu'il a un gros fonds de roulement de 500 000 euros et il l'a. Donc d'une manière ou d'une autre, il a dû faire du chiffre. Bref, là à ce stade, j'ai besoin d'explications. Je pense que c'est une activité qui fonctionne, mais c'est une activité qui a des problèmes sur son propre marché, avec sa clientèle qui n'est pas éduquée. Et ça, à moins que tu aies la solution, c'est très compliqué à régler le problème d'éducation du consommateur. Mais, je veux quand même le préciser, ce n'est pas un vrai problème en soi, puisque regarde, on a réussi à nous faire acheter de l'eau en bouteille alors que l'eau du robinet est gratuite et que c'est l'eau la plus traitée au monde. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'argent et d'efforts qui sont mis pour que l'eau du robinet soit comestible, soit buvable, en fait, c'est presque ridicule d'acheter de l'eau en bouteille et pourtant, on a réussi à éduquer le consommateur pour qu'il achète de l'eau en bouteille. Donc, je pense que rien n'est impossible, mais là, pour moi, ça me paraît quand même assez compliqué. L'histoire, elle commence il y a quelques années après la naissance de mes fils, Sam et Noah. Comme tous parents, on a commencé à leur donner à manger. Et voilà ce qu'on voyait tous les jours, des montagnes d'essuie-tout. Ça pose deux problèmes, cette consommation. Un problème environnemental. Parce que la fabrication d'éponges d'essuie-tout, c'est beaucoup d'eau, beaucoup de produits chimiques, et ça génère une quantité de CO2, de déchets, de déforestation incroyable. Et puis ça pose un souci aussi pour le portefeuille, surtout en période d'inflation. Pour lutter contre ça, on a créé Inga. Avec une mission, vous donner l'envie. L'envie de passer du jetable au durable. L'idée avec Inga, c'est de faire une marque accessible, surtout pas culpabilisante, qui parle à madame et monsieur tout le monde. Je vais illustrer avec l'éponge, notre produit star. Avec elle, on n'a fait aucun compromis. Elle est durable et donc économique parce qu'elle dure 1 an et ça on le garantit, elle est hyper simple à utiliser parce que dès qu'elle est sale, hop, un tour en machine et c'est reparti. Au bout de combien de temps du coup le tour en machine? 1 semaine? Bravo Eric. J'écoute. On a commencé à vendre il y a 1 an avec une prévente et là c'est devenu incroyable.
Déjà, on a explosé tous les records de prévente en France. C'est important, faut le dire, on va pas s'en passer. Ouais, je vous ai vu. Hein. Ah, bah super. Et vous nous avez acheté? Eh ben non, mais je suis con. Eh bah, c'est pas grave, on va en reparler. Peut-être que vous investirez même. Et du coup, en un an, on a vendu plus de 100 000 éponges pour 1 500 000 € de chiffre d'affaires. Mais ce qui nous rend le plus fiers, c'est les retours des consommateurs. Nos éponges sont notées 4,8 sur 5 sur notre site, mais aussi sur les plateformes partenaires. Alors, ça vous donne envie? Bon, moi, j'aime pas du tout le nom de la marque. Déjà, je suis désolé, j'y vais de manière abrupte. Après, le concept est quand même pas mal. J'avais pas vu venir le côté lavable toutes les semaines. Bon, c'est cool. Le prix, du coup, est franchement pas du tout élevé. Parce que si tu raisonnes à 15 € pour une année l'éponge, bah du coup, c'est vrai que tu la fous avec ton linge et ça passe nickel. 1,5 million de ventes et même Marc Simoncini l'a vu passer. Ben, c'est vrai que ça fait réfléchir. Et l'image du papier essuie-tout sur une table volumineux comme ça, parce qu'il y avait vraiment une grosse dose de papier qui représente, à mon avis, une semaine. Et c'est vrai que, ben, moi je sais pas toi, mais moi j'en consomme beaucoup du papier essuie-tout. Ben, c'est vrai que tu te dis, ben, oui, en fait, effectivement, c'est pas un geste démesuré que d'acheter une éponge à 15,90 €. Il y en a même sur le site à 8,90 €, valable une semaine. Ça le fait, quoi. Voilà, je peux la laver, la garder, la changer au bout d'un an. L'investissement n'est pas déconnant et de toute façon, on a tendance à garder trop longtemps nos éponges. Donc, à part que j'aime pas du tout la marque, sur le principe, je comprends qu'il est cartonné. Il a fait 1,5 million. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Après, en toute franchise, je reste dubitatif. Je pense vraiment que le problème vient du consommateur. Je ne crois pas qu'aucun consommateur n'ait une quelconque considération pour son éponge. Et même après avoir écouté cette partie du pitch, il va y avoir des questions, des réponses, on va avancer. Moi, personnellement, tu vois, je me dis que c'est cool, mais en même temps, je me dis que je ne vais plus y penser ce soir, en fait. Ce n'est pas un truc qui est là où je suis transcendé et où je me dis « Waouh, j'ai envie de le prendre ». Et quand il dit « On a fait en sorte que la marque, elle parle à monsieur comme à madame », moi, je ne suis pas vraiment convaincu, en fait. Je vois pas trop, je sais pas, il y a un truc qui me gêne. Bon, la marque déjà, je redis le nom, c'est vrai que Inga, bon voilà, écoute, ça se travaille, une marque, on va dire, c'est pas gênant en soi. Mais après, en même temps, je suis obligé de reconnaître que ça marche pour lui. 1,5 million au lancement, c'est colossal, c'est impressionnant. Il y a un besoin. Mais de là à lever des fonds et de valoriser à 5 millions d'euros une société qui vient de faire 1,5 million et qui affiche aujourd'hui, alors je suis un peu perdu dans les dates du qui veut être mon associé qu'on est en train de suivre, mais pour moi en tout cas on a une année en négatif, peut-être parce qu'il y a eu des investissements dans le capital, je ne sais pas, je n'ai pas d'explication concrète sur les chiffres que j'ai trouvés, mais bref, bon, il a levé de l'argent beaucoup, enfin il a fait un gros chiffre d'affaires, alors ça on va voir, est-ce qu'il a levé de l'argent, est-ce qu'il a fait un chiffre d'affaires, ça va être assez important, en tout cas. Voilà, je suis impressionné. En soi, ça devrait être le genre de société où je me dis je vais investir. Mais par rapport au consommateur et à la valeur perçue, j'ai un énorme doute. Et garde-le bien en tête. Un client, et d'ailleurs même une entreprise, aura du mal à se développer si la valeur perçue n'est pas au rendez-vous. La valeur perçue, c'est le fait que le client n'ait pas de doute sur la valeur du produit que tu lui proposes et son utilité. Alors l'éponge, je ne remets pas en cause son utilité. Mais, d'ailleurs, tiens, je n'ai même pas pensé à regarder combien ça coûte une éponge classique. Voilà, on va comparer parce que le consommateur aujourd'hui sur l'éponge, c'est ce qu'il va faire. Bon, ben voilà, tu vois, ça coûte 7 € la moins chère. Tu trouves des éponges à 50 centimes. Qu'est-ce que c'est que ça? Sur Temu. Et voilà, c'est le problème. Tu vois, quand tu as une éponge comme ça à 50 centimes, bon, alors à mon avis, c'est une éponge qui vient de Chine et à mon avis, c'est pas le truc. Bon, voilà, je pense pas que ce soit le super truc, mais quand tu trouves des éponges à 50 centimes, bon, c'est sûr que c'est un peu compliqué, quoi. Voilà, le problème dans une affaire comme celle-là, c'est le tarif, quoi. Donc, tu en trouves un peu à tous les prix. 1,90 €. Le lot de 10, 16 €. C'est compliqué. 4,20 € l'éponge de nettoyage classique. Voilà, 1,39 € la méga grosse éponge. Le problème, c'est ça, c'est que on est dans une situation où, oui, c'est pas non plus très onéreux, mais le client, voilà, 2,95 €, l'éponge multifonctionnelle, tampon avec la partie grattoir, 2,91 €. Là où il est à 8,90 € pour la moins chère. Alors, on calcule mal, parce que quelque part, 8,90 € pour l'année, si tu calcules réellement, ça revient moins cher que 2,91 €.
Mais le client, à l'instant T, pour un produit comme celui-là qui n'a aucune valeur à ses yeux, il préférera payer 2,91 €. Et c'est fou parce que cette émission, elle est excellente parce que ça te montre l'injustice de la situation. Parce qu'en réalité, comme il dit, tu devrais changer toutes les semaines. Donc en réalité, tu devrais payer 2,91 € toutes les semaines. Sauf que qu'est-ce qu'on fait tous? On paye 2,91 € et quand l'éponge, elle est vraiment pourrie de chez pourrie, on la change. Quand c'est pas nous qui l'utilisons, quoi. Parce que tu vois ce que je veux dire. Regarde, même moi, je sais pas ce que ça coûte une éponge. Je m'en sers pas. Enfin, pourtant, je fais la vaisselle avec. Mais moi, je fais la vaisselle. Mais c'est vrai que c'est pas moi qui achète mes éponges. Enfin, je les achète. Mais bon, bref, peu importe. On va pas rentrer dans ce truc parce que ça serait trop compliqué. Voilà, les courses, elles sont faites à emporter, tu vois. Donc, bon, voilà, t'as compris. Je connais pas le prix des éponges. Voilà, c'est ça la vérité. Bref, le fait est que je vois moi-même pas la valeur là-dedans et que je payerai une éponge à 2,91 € et je la garderai sûrement 6 mois sans forcément regarder qu'elle est sans doute mal utilisée. Et c'est un mauvais calcul. Et le problème, je le répète, mais ça vient essentiellement de l'éducation client. Ce qui, à mon avis, est insoluble. Je reste sur mes positions. C'est pas mal. Et vous avez le droit à un cadeau. Comme ça, il n'y aura pas besoin d'acheter, c'est déjà offert. Mais du coup, vous achèterez les autres produits, vous verrez. Hop. Merci. Et Merci. voilà. Ouais, bon, c'est une éponge, quoi. C'est une éponge recouverte C'est une d'un éponge, tissu. Une belle éponge. Belle éponge. Mais une belle éponge. Le packaging est sympa, vous l'avez bien travaillé. On a un super directeur marketing. C'est branché, c'est moderne. Venez tester le produit. Qui a pas fait la vaisselle depuis longtemps? Vas-y, Ah, j'ai pas fait la vaisselle depuis longtemps, C'est j'avoue. ça. J'assume, Anthony. Là, c'est vraiment le moment pression. Tu devrais y arriver, Tony. C'est la vraie pression. Par contre, c'est sympa de faire la vaisselle à Tony. Ouais. Il est quand même au Hall of Fame, hein. S'il n'arrive pas à laver une poêle, c'est qu'il y a un problème. Je regarde si ça part bien, que c'est facile, fluide. Ok. Ok. Ça marche, hein. Mais oui, ça marche. Ça marche, ça marche. Sa copine, elle doit être estomaquée de voir Tony faire la vaisselle. Quelles sont les barrières à l'entrée? Qu'est-ce qui empêche effectivement un des leaders du marché aujourd'hui de se dire demain, bon bah écoute, je vais mettre ça dans tous les supermarchés de France. Qu'est-ce qui les empêche de ça? C'est quoi? Je te réponds 3 points et après je développe. 1, ils font pas du tout les mêmes produits. C'est pas du textile. 2, le marketing et la légitimité marketing. Et 3, la souplesse et l'agilité. Je pense qu'un très gros aura plus intérêt à nous acheter dans 5 ans que de venir le faire en interne. Pourquoi on est là? Parce qu'on a 3 ambitions. 1, envahir et réussir notre entrée en grande distrie avec qui on a déjà entamé les négos. 2, attaquer le marché américain qui est 20 fois plus gros que le marché français. Et 3, lancer notre propre ligne de production. Elles sont fabriquées où? Elles sont fabriquées au Portugal et on est en train de travailler avec une usine polonaise pour... Ok, donc il n'y a rien de Chine, il n'y a rien d'Asie, il n'y a pas de bilan carbone catastrophique pour les transporter. Il y a une de nos matières qui est faite en Chine. Là, on travaille depuis 6 mois avec une usine en Allemagne pour développer notre propre matière grattante. Bon, il a super bien travaillé son sujet. Franchement, il n'y a rien à dire. Les réponses, c'est du tac au tac, connaît bien son marché, il a bien expliqué en fait finalement comment ça pouvait éventuellement se passer sur son propre terrain, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des concurrents qui fabriquent déjà des éponges qui pourraient éventuellement venir le concurrencer directement sur l'éponge en tissu. Et bien en fait, comme il l'a dit, ils auront plus intérêt le jour où ils vont se rendre compte qu'on est là de nous racheter que de s'emmerder à faire tout ce qu'on a fait. Franchement, l'argumentaire, je le trouve tout à fait audible, cohérent et même, j'ai envie de te dire, c'est une raison pour laquelle l'un des investisseurs pourrait investir parce que sur un horizon 5 ans, il a raison. S'il arrive à ouvrir le marché US qui est 20 fois plus grand comme il l'a dit, la suite normale, ça sera qu'il se fait racheter parce que son produit, comme il est, on va dire, d'usage courant et quotidien, ça va intéresser des grands groupes qui, eux, vont pouvoir faire de l'économie d'échelle, augmenter les marges et aller chercher peut-être encore de plus gros marchés là où lui, il n'aura pas ni les moyens, ni le temps, ni l'envie peut-être d'aller s'installer. Donc, effectivement, quand tu l'écoutes, ça a l'air hyper safe. Après, moi, comme je t'ai déjà dit, je reste toujours malgré tous ces éléments-là sur je vais dire, ma position vis-à-vis de la clientèle, bien qu'il me fasse mentir parce que le chiffre d'affaires est là. Il a tout à fait conscience des faiblesses de son produit et du fait qu'il ait un ingrédient de ses éponges qui soit fabriqué en Chine et qu'il doit faire évoluer pour ne plus dépendre de l'empire oriental. C'est peut-être pas le bon terme, mais tu m'as compris, hein, voilà, de l'empire chinois. Et en fait, je
pense aussi qu'il a vraiment bien calculé son coût avec la fabrication au Portugal et l'évolution vers la constitution de sa propre ligne de production. Je pense très sincèrement que si tout se passe comme il l'a prévu, il ne verra pas l'ouverture de la ligne puisqu'il se fera racheter avant. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, puisque en toute logique, le concurrent va venir le racheter parce qu'il va apporter la propre ligne de fabrication, ce qui est à peu près normal. Tu rachètes ce gars-là parce que tu fournis la ligne de fabrication, tu évites à la société de la constituer et du coup, tu vas venir enrichir une marque qui est déjà existante sur le marché en venant faire comme un peu Pernod Ricard, c'est-à-dire tu vas avoir le pastis et le 51 et du coup, tu as les deux marques et en fait, tu es ta propre concurrence et c'est comme ça qu'on se fait racheter. Non, c'est vrai que sur le papier, ma réticence qui est liée au consommateur, elle paraît presque ridicule. Surtout après le pitch, les réponses qu'il vient d'amener aux multiples questions qui lui ont été posées. Mais, encore une fois, moi en tout cas, je ne vois pas la valeur apportée à ce produit et je ne me sentirais pas d'investir là-dedans. Maintenant, je dois reconnaître qu'il est très fort dans la connaissance du produit, dans les réponses qu'il apporte et ça donne envie d'investir. Bon, la question qui vient immédiatement à l'esprit, puisque j'étais investisseur des petits bidons et ils faisaient des éponges, c'est que le repeat est quand même très bas. C'est-à-dire que tu vas acheter une éponge à 20 € par an. Alors, à part si tu vises des clients qui ont 4 maisons ou qui ont beaucoup d'éviers. Alors, merci de me poser la question, parce que je me doutais bien qu'on allait arriver à un moment sur la gamme de produits. Et donc, on a lancé une deuxième éponge dans un premier temps, une éponge double absorption, qui est exactement la même, je ne sais pas où elle est là. On tirait le mec du marché, tu sais, quand ils vendent Ouais. des... Bah oui, mais c'est ce qu'on fait. Moi, je suis un vendeur d'éponges. Ah, c'est ça, c'est ça. Il y a une semaine, on a lancé ça, une éponge plate. Mais tu réponds pas à la question, hein. Ok, le repeat, en ce moment, chaque mois, c'est 8% des ventes qu'on fait qui sont d'anciens clients. Tu peux calculer ton repeat parce que tu vends que online pour l'instant. Aujourd'hui, on a lancé aussi Amazon et on a commencé sur Ulule. Je reviens juste, si ça vous embête pas, sur la gamme. On a lancé l'éponge plate. On est les seuls au monde à faire ça. Ça existe, ça, les éponges Grattante, plates. comme ça? Ah, grattante, non. Ah bah non, parce que t'as le côté grattant. Ah, ok. Je vous montre notre prochaine éponge, qui, elle, est brevetée. Le mec, il aurait pu vendre n'importe quoi. Un côté pratique et un côté qui donne envie. Éponge aimantée. Il me tue. Et en fait, pourquoi est-ce qu'elle est importante? Parce que tout à l'heure, je disais qu'on va attaquer le marché américain. Ça fait 3 mois qu'on analyse le marché américain. Et notre but, clairement, c'est d'être les rois de l'éponge et de l'essuie-tout. Et donc, pour ça, tu es obligé d'avoir de la gamme. Et combien ça coûte, tout ça? Pour les clients, aujourd'hui, nos éponges, on les vend sur le site 15,90 les deux. Et justement, on travaille pour baisser le prix. Une éponge normale, ça coûte combien? Je m'en rends pas compte. C'est autour d'1 € l'éponge. Donc c'est 7 fois plus cher, on va dire, mais comme elle dure beaucoup plus longtemps, tu rentres dans tes frais. Exactement. Et en termes de prix de revient, enfin de marge, On est entre 50 et 80% en fonction des produits et du canal de distribution. Coût d'acquisition. Coût d'acquisition, c'est très variable en fonction des mois, mais fourchette large, en fonction des mois, on va entre 12 et 21 €. Combien de personnes dans l'équipe? En tout, on est 11. Et en fait, c'est la première chose que j'ai vraiment mis en place, c'est l'équipe. là en un an, quand tu dis 1,5 million de CA, c'est sur l'année 12 mois. Les 12 mois. 12 Et derniers sur premiers les mois. 12 prochains mois, tu penses faire combien? En gros, on veut finir l'année à 2,5 millions et on veut faire en 2024 6 millions. Et mon but, c'est dans 5 ans approcher les 100. Les 100? Ouais. Avec des éponges? Et t'as fait combien le mois dernier? Juste qu'on voit un peu, tu dis on a doublé, mais... Le mois dernier, on a fait 280 000. C'est breveté? Celle-là, non. L'éponge aimantée, oui. L'absorbe-tout, c'est en cours d'analyse. Vous n'allez jamais réussir à breveter une éponge aimantée. C'est le procédé pour mettre l'aimant dedans, Ah oui, peut-être. exactement. Voilà, C'est le procédé. ouais, attention. Tout à fait. C'est quoi ton EBITDA? Combien tu gagnes d'argent? Mon EBITDA, aujourd'hui, on perd. Cette année, on va perdre. L'objectif, c'est d'être rentable l'année prochaine. Combien tu perds? Cette année, on va perdre entre 200 et 300. De mémoire de qui veut être mon associé, c'est la première fois qu'on a un échange aussi intéressant et aussi pointu et qui est affiché à la télé. Donc là, pour ça, franchement, je les remercie. Là, tu viens de voir un échange qui va être hyper intéressant à analyser. Et je veux que tu saches qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui connaissent rien aux chiffres qui viennent d'être donnés. Comme l'EPITDA qui vient de parler, ça explique enfin pourquoi je voyais ces chiffres et pourquoi je ne comprenais pas qu'il y avait un fonds de roulement d'un côté avec des pertes affichées de l'autre. Parce qu'en réalité, il a lancé cette boîte en mode start-up. Donc en fait, comme il est en start-up, c'est-à-dire qu'il est en perte jusqu'à atteindre le point d'équilibre. Et en fait, il est en train de brasser. Et c'est le principe en fait de Café Uber
qu'a fait Amazon pendant des années. Amazon a perdu de l'argent pendant des années jusqu'à ce qu'il arrive au point de l'objectif qu'il s'était fixé, où là, il a commencé à gagner de l'argent. Et quand ça commence à brasser, ça brasse de façon exponentielle, de façon, j'avais envie de dire vraiment sale, tu vois, bon, parce qu'on parle d'éponge, etc. Mais je sais pas si le jeu de mots est bien placé, mais bon, tu m'en voudras pas. Donc c'est vrai que c'est vraiment intéressant ce que l'échange qu'on vient d'écouter, parce que tu comprends mieux déjà comment il s'est déployé. La première chose qu'il a mis en place, c'est l'équipe. Ce qui veut dire que si toi aussi tu veux gagner de l'argent, la première chose à laquelle tu dois réfléchir, c'est l'équipe que tu vas monter. La deuxième chose que je trouve hyper intéressante, c'est sa connaissance des chiffres et le caractère omniscient qu'il a dans sa boîte. D'abord, il répond à tous les chiffres quasiment au tac au tac. Quand tu vois qu'on a fait d'autres émissions où tu as des mecs qui connaissent même pas leur chiffre d'affaires du mois dernier, là, Eric lui dit « C'est quoi le chiffre du mois dernier ?» Boum, 280 et quelques, 290. Le gars, il te répond direct. Et la vérité, moi je te la dis parce que c'est celle que je pense que tous les entrepreneurs connaissent leurs grands chiffres. Tous les entrepreneurs qui s'occupent de leur boîte et qui travaillent au quotidien dans leur société dans le but d'atteindre un résultat. Et quand tu tombes sur des entrepreneurs qui sont vagues, sois très vigilant. Surtout si tu veux investir dans leur boîte, c'est pas vrai. Les entrepreneurs savent exactement comment fonctionnent leurs entreprises, surtout quand elles fonctionnent. Et là, on est sur quelqu'un qui a une entreprise qui fonctionne. À ce stade, je dois quand même te le dire, malgré que je sois toujours très dubitatif sur la clientèle, là, le mec, c'est-à-dire que la personne qu'on a en face de nous, elle me donne envie d'investir en lui. Et ça va peut-être être la première fois qu'on va finir l'émission parce que je sens que ça va arriver. Je pense que j'aurais envie de lui donner de l'argent à lui, bien plus que dans son produit. Et ça te montre à quel point tu peux être autant important que la société en soi. Parce que parfois, il y a des gens qui vont te donner de l'argent, qui vont te prêter de l'argent parce qu'ils ont confiance en toi bien plus que dans ton produit. Et là, ce gars-là, c'est vrai que comme a dit Marc, il pourrait vendre n'importe quoi. Le gars, il est hyper à l'aise. Il essaye de t'amener quelque part. Il voit que ça passe pas. Et ben, il répond à ta question. Puis il revient sur ce qu'il allait te dire. Là, le coup de l'éponge, c'est magique. C'est vraiment très beau. C'est-à-dire que le gars, il dit bon, ok, parce que Anthony voulait savoir le repeat sur la société, qui est un indicateur très important, c'est-à-dire la capacité que tu as à ramener les clients que tu as déjà convertis. Parce que dans une entreprise, on sait très bien qu'un client qu'on a amené et qui revient coûte beaucoup moins cher qu'un nouveau client à conquérir. Donc du coup, le taux de répétabilité de tes clients qui ont déjà acheté chez toi, c'est quelque chose qui est très important parce que justement, c'est des clients que tu peux récupérer derrière et qui vont te ramener de l'argent. Et du coup, c'est intéressant pour les investisseurs de connaître ce chiffre. Lui, il a voulu amener Anthony sur les nouvelles éponges qu'il était en train de faire et tout parce que justement, en créant de nouveaux produits, il va conquérir de nouvelles parts de marché et c'est comme ça qu'il arrive à maintenir sa boîte à flot parce qu'il a en fait un très bas taux de répétabilité sur sa société. Du coup, il est sans cesse obligé de se renouveler et Marc l'a retoqué en lui disant « Mais attends, ton éponge avec un aimant, ça va être compliqué de la breveter. » En fait, il a répondu là aussi, c'est la manière dont on met l'aimant dans l'éponge qui va être brevetée plus que l'éponge avec l'aimant. Bref, il va jouer sur les trucs, mais bon, franchement, il est bon. Il n'y a rien à dire. Et il est bon dans l'ensemble de sa démarche. Je pense que sa boîte, elle fait le chiffre d'affaires qu'elle fait parce qu'elle a ce gars-là comme dirigeant. Parce qu'elle a un mec qui a un esprit vraiment de conquérant. Il veut conquérir le monde. Et honnêtement, vu la détermination du gars et l'ingéniosité dont il fait preuve, là, au moment où on en est de l'émission, je parierais bien sur lui et je serais capable de mettre de l'argent si j'étais en face de lui. En tout cas, on va aller jusqu'au bout, mais je te le dirai. Mais là, il commence à me convaincre, le mec. Alors que franchement, le produit, j'y crois pas du tout. Mais alors, pas du tout. C'est d'autres questions? Je pense que là, on a tout ce qu'il faut. Ça marche. Tu dépotes. Et si on te fait une réponse en 12 points chacun développé en 3 sous-points, tu vas souffrir. Je vais commencer alors. 1, coût d'acquisition. 2, rotation. 3, valo. 4, domaine. Je développe. Donc, coût d'acquisition, ça me paraît élevé par rapport à ton panier moyen. 2, les rotations sont encore à démontrer. Sur l'éponge, les gens ont peut-être l'habitude. Il faut changer les habitudes. Et je ne suis pas certain que ça puisse fonctionner. Il y a un vrai risque là-dessus. 3, la valo, et c'est surtout ça le problème. C'est pas que je remets en cause ta valo aujourd'hui. C'est juste que c'est une valo qui est élevée par nature et qui peut se défendre. C'est juste que j'arrive trop tard. Tu vois, mettre 250 000 pour 5%, c'est ça le problème que j'ai avec la valo. Et 4, le domaine. Bon,
Voilà, les éponges, les machins, c'est sympa. Et je ne me vois pas me passionner pour ce sujet-là. Et donc, pour toutes ces raisons, je vais passer. Je comprends. Je suis un peu d'accord avec tout ce que Eric vient de dire. Moi, j'aime bien investir dans des sociétés où je peux avoir plus de pourcentage. Et franchement, 5%, j'arrive pas à faire semblant, en fait. Moi, j'aime bien quand je suis impliqué, quand j'ai l'impression que je peux donner mon avis, participer et faire grandir la société. Et la valo est un peu haute, mais pareil, je suis d'accord, ça se défend. Franchement, ça se défend et je pense que aussi tu peux vraiment réussir aussi aux États-Unis. Je pense que c'est quelque chose que les États-Unis, moi, ils seraient à fond sur un produit comme ça. Et donc, je vous souhaite bonne chance, mais je vais passer comme Eric. C'est malheureux, mais ils viennent de le dire et je ne l'ai pas réalisé. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on a un entrepreneur, je trouve, de cette qualité, avec ce niveau de chiffre d'affaires, d'engagement, cette capacité à se déployer. Enfin, franchement, le mec, moi, j'ai envie de parier sur lui. Hein, je te le dis, ça n'a pas changé. Vraiment, je me dis que là, si j'y étais, il est possible que j'y aille parce que je partage l'avis de Tony Parker. Je pense qu'aux US, il peut faire un carton plein. Sauf que le problème, c'est qu'il réussit, en fait. Et ça te montre à quel point tout ça est un jeu subtil sur lequel il est difficile de se positionner. Parce que si tu veux choper de beaux investisseurs comme ça, comme Eric Larchevêque, Tony Parker, etc., les mecs, ils ne veulent pas rentrer quand les jeux sont faits, en fait. Et en même temps, c'est là où il a besoin d'eux, en fait. C'est très rigolo parce que c'est vraiment un cas très, très, très singulier qu'on n'avait jamais vu et pour lequel, moi, je pense qu'ils sont d'accord sur la valo. Je pense qu'ils acquiescent sur le fait qu'il va sans doute aller chercher des gros chiffres. Et le problème, c'est que en fait, 5%, ça ne les intéresse pas. Beaucoup la société est très engagée dans son process, peut-être trop engagée pour faire machine arrière. Et finalement, on vient vraiment chercher que de l'argent qui n'est même pas remis en cause sur l'utilité par rapport au projet, mais qui du coup ne laisse pas de place pour apporter du conseil et sa propre griffe et même de la valeur ajoutée. Et du coup, je pense que personne ne va investir alors que franchement, il mérite largement d'avoir un investisseur parce que je pense qu'il a levé un produit de fou. Je trouve que c'est génial ce qu'il a fait, mais malheureusement, c'est pas le bon moment. Tu sais, il y a cette phrase que je répète très souvent et qui là, je trouve, elle est parfaitement adaptée. Avant l'heure, c'est pas l'heure, mais après l'heure, c'est plus l'heure. C'est marrant parce que c'est exactement ce que je ressens là. C'est-à-dire que là, en fait, il a passé le gap du million d'euros de chiffre d'affaires. Il a passé des étapes capitales dans la création et dans la constitution de sa société. Et aujourd'hui, il se retrouve dans une situation difficile où il a besoin de gros investisseurs comme ça, mais où malheureusement, en fait, il va avoir du mal à trouver quelqu'un qui se positionne. Donc, je pense que soit il faut qu'il fasse un effort et qu'il accepte de finalement donner plus de parts pour moins d'argent. Et du coup, c'est un petit peu en sa défaveur, mais ça sera la seule manière qu'il aura de faire rentrer quelqu'un. Soit il faut qu'il continue comme ça, sans l'aide de personne, avec les galères que ça implique, le temps qu'il va perdre, parce que ça sera du temps perdu. Mais moi, je pense que la stratégie du marché US, c'est l'accélérateur qui peut lui faire passer le gap. Voilà, on va voir ce que vont dire les autres, mais j'ai la sensation qu'il n'y a personne qui va lever le portefeuille sur cette émission. Le hook, il est formidable sur l'hygiène, mais franchement, l'hygiène, je connais personne qui est mort avec une éponge sale, et tout le monde sait qu'un portable c'est dégueulasse, et tout le monde en a un, donc l'hygiène, est-ce que ça parle vraiment aux gens? Durable, oui, hygiène, pas certain. Donc voilà, ça c'est deux petites remarques qui n'engagent que moi. Moi, je ne peux pas me passionner pour le sujet, j'en ai rien à foutre des éponges en l'occurrence. Et puis, c'est une valo de fond et j'ai aucune valeur ajoutée dans le projet, donc ce serait juste de l'argent et pas du smart money. Je ne peux pas vous donner d'idées beaucoup sur ce projet-là, je ne peux pas vous accompagner. Donc je pense que je serais plutôt un poids mort. Et pour 5%, c'est pas passionnant pour moi. Donc entre la valo et le pourcentage, ça matche pas. Je comprends. S'il y en a un qui peut réussir, c'est toi. Donc je veux pas, casser le délire parce que t'es tellement un bon pitcher, limite vendeur de tapis, tu vois, mais t'y tombes pas, t'es bon, tu vois, t'es à la frontière, tu fais partie des très bons pitchers, mais je pense que t'auras beaucoup plus de mal à lever si t'es pas capable d'avoir des chiffres qui démontrent une rentabilité dès le début. Les seules marques qui peuvent marcher, à mon sens, aujourd'hui, vu le système et les coûts d'acquisition qui ont monté, c'est les marques avec un énorme panier moyen
et beaucoup de récurrence. Je pense aux couches, je pense aux produits de beauté, où tu vas avoir des paniers moyens à 100 € chaque mois. Et là, effectivement, tu peux travailler ton acquisition. Ça m'embête parce que tu as un super pitcher, mais je vais pas me positionner sur ça. Bon, je les ai repris par paire parce que ça va se succéder. On regarde la dernière pour la fin. Kelly, on va avoir la surprise, mais je pense que tu sais déjà sur quoi on va s'orienter. Ce qui est hyper intéressant, c'est que là, Marc Simoncini a parlé du hook et on a parlé des coûts d'acquisition. On rentre vraiment et on le voit, c'est en train de glisser de plus en plus. Même dans les qui veut être mon associé, on voit que le web a vraiment pris une place colossale dans l'environnement entrepreneurial et qu'aujourd'hui, alors déjà, j'envoie un message à tous les entrepreneurs qui m'écoutent et qui n'ont pas de vente par Internet. Et les gars, vous êtes des quiches Lorraine. Et j'adore la quiche Lorraine, c'est vraiment un plat que j'adore. Mais ce n'est pas une insulte, c'est pour dire que vous passez à côté de tellement d'argent que ça en est même scandaleux, tu vois. Donc, déjà, je tiens à le dire, aujourd'hui, tu ne peux pas ne pas avoir d'acquisition par Internet et ne pas comprendre le langage qui est évoqué ici. Quand on te parle d'un hook, c'est l'accroche qui permet d'attirer le client à toi. Si tu ne sais pas ce que c'est que tu as raté quelque chose dans ton entreprise, c'est certain. Ensuite, c'est hyper intéressant, on parle de coût d'acquisition, c'est-à-dire qu'on va chercher à faire grossir son entreprise par l'acquisition payante de publicité. Et aujourd'hui, c'est pareil. Combien je connais d'entrepreneurs qui n'ont aucune notion, mais alors aucune notion de publicité Internet. Ils ne savent même pas comment ça fonctionne en 2024 et bientôt 2025. C'est une anomalie totale. Je te ferai remarquer que là, l'ensemble des discussions qu'il y a pu avoir autour de sa société tournent autour de son site Internet. Et j'espère que tu l'as compris, mais il a fait 1 500 000 € de chiffre d'affaires avec son site Internet. Certes, il est en train d'ouvrir les grandes surfaces, etc., etc. Mais il faut que tu entendes que tous ces magasins ont leur chiffre d'affaires qui baisse au détriment d'Internet. Donc, je ne sais pas qui t'es, je ne sais pas d'où tu m'écoutes. Mais si aujourd'hui, tu n'es pas capable de comprendre le fonctionnement du web, tu as raté un truc dans l'histoire. Tu es déjà à la fin du film, il n'a pas commencé que tu as tout raté en fait. Donc, ouvre les yeux, ressaisis-toi et prends les choses en main, mets en place des actions. Même si tu ne comprends rien, le peu que tu feras sur ton site Internet, ça sera déjà mieux que là où tu en es si tu ne connais pas tous les, on va dire, les termes qui ont été employés ici. Voilà. Après, bon, je ne suis pas surpris parce que la répétabilité, le fait de pouvoir faire revenir des clients sur ton site, c'est quand même hyper important. Et comme ils l'ont dit, les coûts ont tellement augmenté ces dernières années que en fait, tu es obligé de le prendre en considération. Et comme moi, je l'ai dit aussi dans mon analyse, la valeur d'une éponge, elle est très relative. Et en fait, l'éponge, comme le téléphone et comme plein d'appareils, comme les poignées de porte, tu vois, ces trucs qui sont sales chez toi tout le temps. Et la plupart des gens s'en foutent royalement. Donc, comment tu veux arriver à éduquer le client sur un truc qui l'utilise au quotidien et pour lequel il n'a, mais alors aucune, ni prise de conscience, ni, voilà, j'ai envie de dire, réalité qui se confronte à lui. Comme il dit Marc, je connais personne qui est mort à cause d'une éponge. Donc, à partir de là, ton projet, il marche, c'est sûr. Enfin, il marche. Il faut que tu le rendes rentable encore, mais en tout cas, tu as fait du chiffre avec. Donc, continue comme ça, mais ça va être compliqué, quoi. Il n'y a pas une perspective de fou là-dessus, à part avec le marché US, où là, comme l'a dit Tony Parker, il y a une porte ouverte. Encore faut-il arriver à la franchir, parce que aller sur le marché US, c'est pas aussi simple que ce qu'on l'imagine. Tadam! J'ai attendu effectivement la réponse de chaque personne parce que jusqu'au bout, j'avais envie d'être convaincue. Jusqu'au bout, j'y ai cru. Tu pitches d'enfer, le produit il est sympa. Mais j'ai le pressentiment qu'on va investir et derrière, si tu vas pas très vite pour développer en fait la grande distrib, que d'un coup en fait la fenêtre elle va se fermer. Et sur ces montants-là, 250K pour 5%, moi je peux pas y aller. Je suis désolée. Ouais, je comprends. Merci à vous 5 en tout cas. Merci. Et à bientôt. Merci. Bonne journée. Merci. Merci. Alors, non. Pour toutes les raisons qu'ils ont dit, ils suivent pas. Mais c'est pas grave parce que on a tout ce qu'il faut pour bien avancer. C'est dommage, il y en a certains avec qui on aurait bien voulu faire l'aventure, mais ce sera pour une autre fois. C'est un plaisir. Et de pouvoir les rencontrer, d'échanger, d'avoir leur retour, puis de participer à l'émission. Benjamin prend cet échec avec philosophie, car il le sait, dans le monde trépidant et imprévisible de l'entrepreneuriat, la résilience est un trait crucial indispensable pour rebondir. Bon, alors moi, il y a quand même un truc que je comprends pas et je vais finir là-dessus. C'est pourquoi il n'a pas réagi en réajustant sa valo, en faisant finalement une contre-proposition et en revenant sur
finalement les chiffres qu'il avait annoncés. Alors bon, il y a une explication. Je pense, on n'a pas eu l'information pendant le pitch, mais à mon avis, il y a eu des investisseurs, il y a eu une levée de fonds. Enfin, il y a eu quelque chose qui l'amène à rester sur ses positions. Je pense, je ne le sais pas. Je n'ai pas trouvé d'informations sur ce sujet. Le fait est que je suis surpris qu'il n'ait pas eu, avec sa débrouillardise et sa capacité à pitcher et à rebondir sur les remarques qu'on a pu lui faire, je suis surpris qu'il n'ait pas eu finalement l'idée, l'envie de venir proposer soit un deal un peu différent pour avoir à côté de lui quelqu'un comme Anthony par exemple. Je pense qu'Anthony Bourbon, il aurait pu vraiment faire quelque chose avec lui sur un projet comme le sien. Même Kelly pour le marché US, voire même Tony Parker. Je pense même que le plus intéressant pour lui, c'était Tony Parker parce qu'il avait tous les leviers pour aller aux États-Unis avec lui et il aurait gagné énormément de temps et d'argent avec sa marque sur le sol américain. Donc c'est vraiment fou qu'il n'ait pas tenté une approche en mode je dévalue un peu ma boîte parce que ça s'explique en fait. Tu dévalues pas. Si demain, tu as un mec comme Tony Parker qui te fait gagner 2 ans de commercialisation sur le sol américain, un chiffre d'affaires colossal et qui finalement accélère fort avec toi sur ton entreprise, tu ne fais pas perdre d'argent à la boîte. Tu peux même le défendre auprès de tes investisseurs, même si sur le coup, ça dévalorise un peu une transaction qui aurait été faite avant. Ça permet d'aller plus vite, plus fort, plus loin tout de suite. Et une fois que tout est mis en place, la nouvelle valo, de toute façon, comme elle sera supérieure à l'état actuel de la situation, eh bien, le choix, le mouvement que de se dévaluer un petit peu pour faire rentrer un mec comme Tony Parker aura des répercussions positives sur le reste de l'aventure. Donc bon, moi je suis assez comme ça. J'ai un profil qui s'adapte aux situations qui se présentent à lui et je pense parfois qu'il faut accepter de perdre un peu pour gagner plus demain et de prendre le risque de ne rien gagner parce que bien sûr il faut quand même le préciser, il aurait pu se dévaluer, faire rentrer Tony Parker et que ça ne marche pas et dans ces cas-là il perdait tout, mais de toute façon le risque de tout perdre il est toujours là en fait et au final c'est un mauvais et un faux argument pour moi parce que comme le risque il est tout le temps là quoi que tu fasses, à l'arrivée l'idée c'est malgré tout d'avancer et de vivre une aventure qui te transforme et qui t'amène vers de nouveaux horizons. C'est mon opinion, ça n'engage que moi. Donc c'est une émission hyper intéressante, je trouve, qu'on a vécue aujourd'hui, parce que franchement, on n'avait jamais eu ce cas de figure dans les Qui veut être mon associé. Je trouve vraiment que c'est très formateur. Ça te montre déjà à quel point quelqu'un qui connaît sa boîte, qui est investi, qui est engagé, il peut à lui seul tracter finalement toute une organisation. Parce que franchement, moi je te le dis, ce gars, il est totalement le moteur de son entreprise. Il est vraiment le réacteur, c'est lui l'impulsion qui fait que tout ça est possible. Et je pense que sans lui, la boîte, elle n'a pas les mêmes résultats, c'est certain. Ensuite, il faut quand même le préciser aussi, comme ça a été dit et comme moi je l'ai dit dès le départ, il ne faut jamais négliger l'éducation du client et le coût que ça représente. Si tu te lances sur des marchés où il n'y a pas d'éducation client et où il y a un coût pour éduquer le client, surtout si tu commences, je vais te donner un conseil, ne le fais pas. C'est pour ça d'ailleurs, ça va nous permettre de rebondir sur quelque chose que tu entends souvent, qu'on te dit c'est très bien quand il y a de la concurrence. Parce que quand il y a de la concurrence, c'est que la clientèle elle est éduquée et que finalement tu n'as pas ce travail d'éducation à faire qui a un coût supplémentaire qui peut venir gangréner la croissance et le développement de ton entreprise. Et ça c'est des choses qu'on ne parle pas suffisamment, qui sont invisibles pour la plupart des gens et qui pourtant peuvent être difficiles à vivre pour certaines sociétés. Bon, écoute, j'espère que tu as aimé cette émission. Moi, je l'ai adorée. Elle était très originale. Je le précise parce que c'était quand même dans l'émission. Mais effectivement, les éponges, c'est très sale et il faut les changer régulièrement. Mais je ne suis pas ton père, je ne suis pas ta mère. Donc, à partir de là, tu feras comme tu as envie. Mais garde-le dans un coin de ta tête. Au demeurant, si tu as envie de me retrouver sur les différents réseaux, je suis actif un petit peu partout. Tu as l'habitude, YouTube, Instagram, etc. Ne te gêne pas. Suis-moi dans mes aventures immobilières. En ce moment, il y en a un petit peu quand même à voir. La chaîne YouTube est très active, donc je t'en remercie. Si tu veux mes livres, tu vas sur Amazon, la Fnac, tu tapes Riche, il y a mon livre qui apparaît en première page. Ou alors tu tapes Crise financière, il y a mon autre livre qui apparaît en première page. Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com. Il y a les coachings, il y a les formations. Et moi, je suis très heureux d'avoir passé ce moment avec toi et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!